Aujourd'hui, crise climatique et conflits mondiaux, les deux guerres du siècle, racontées par... Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse sur les questions de sécurité climatique à l'IRSEM. Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard. Depuis quelques années, une évidence s'impose aux chercheurs en sécurité internationale. Le changement climatique n'est plus seulement un défi environnemental, c'est un multiplicateur de menaces. Une note publiée en mai 2023 par l'Observatoire Défense et Climat montre comment les sécheresses prolongées, les canicules extrêmes, les tempêtes plus violentes ou l'élévation du niveau de la mer fragilisent les sociétés et attisent des tensions déjà présentes. En détériorant les écosystèmes dont dépendent des millions de personnes, ces dérèglements provoquent des crises alimentaires, déplacent des communautés entières, déstabilisent des États vulnérables et nourrissent des conflits locaux comme régionaux. Les zones où s'entrecroisent de fortes vulnérabilités climatiques et une instabilité politique, du Sahel à la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient à certaines régions d'Asie du Sud-Est, sont particulièrement exposées à une montée des violences. Dans ces régions, la raréfaction de l'eau et des terres cultivables alimente des rivalités entre éleveurs et agriculteurs. La baisse des ressources halieutiques exacerbe les tensions entre pêcheurs et la dégradation des moyens de subsistance renforce l'emprise des groupes armés non étatiques qui instrumentalisent la détresse économique et sociale. À l'échelle internationale, la compétition autour des ressources transfrontalières comme les eaux du Nil montre comment un climat qui se réchauffe peut devenir un facteur de déstabilisation géopolitique majeur. Les experts des questions de défense et de climat parlent même d'un cercle vicieux. Les impacts climatiques fragilisent les populations, ce qui aggrave les tensions, lesquelles affaiblissent encore davantage la capacité des États à faire face au dérèglement. C'est cette dynamique, la façon dont le climat exacerbe les conflits et comment les conflits en retour accroissent la vulnérabilité au climat que nous allons explorer aujourd'hui dans cette Terre au carré. C'est une guerre, le climat. C'est une menace majeure pour l'avenir de nos sociétés. C'est donc une économie de guerre. En économie de guerre, on fait du déficit. Parler d'orthodoxie financière face à de tels enjeux, c'est une absurdité totale. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de trouver le mécanisme financier où on fait du déficit pour maintenant faire les investissements qu'il faut. La voix de Ronan Dantec sur Public Sénat, c'était le 20 novembre dernier. Dominique Bourg et Marine de Guglielmo-Weber, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Dominique Bourg, vous publiez Guerre et climat avec Jean-Vincent Olindre chez Frémaux et Associés. C'est un livre qui montre comment les guerres contemporaines s'entrelacent avec la crise climatique. Et Marine de Guglielmo-Weber, vous avez quant à vous travaillé en 2023 sur cette note dont je parlais, Changement climatique et foyer de conflit dans le monde pour l'Observatoire Défense et Climat. Dans quel contexte d'ailleurs a été créé cet observatoire ? Je dirais qu'à l'échelle internationale, tout d'abord, il a été créé dans le contexte d'une appropriation progressive des questions climatiques par les institutions de sécurité, donc par les forces armées, différentes forces armées dans le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'OTAN. Donc voilà, depuis les années 90, on voit progresser ce phénomène que certains chercheurs désignent par le terme sécurisation. Oui. Et donc cette appropriation de la question climatique par les forces armées, en France, elle s'est fait donc au tournant des années 2010 avec des petits signaux comme ça qui sont arrivés et la création de cet observatoire en fait pleinement partie. Donc aujourd'hui, on a notamment ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu notamment le ministère de la Défense français qui s'est doté d'une stratégie climat-défense, après avoir déjà fait une stratégie énergétique de défense. Donc voilà, on est vraiment dans cette tendance-là à l'intégration du climat dans la sécurité, même si les événements récents remettent en question ce processus. Dominique Bourg, est-ce que l'humanité est en train de mener simultanément deux guerres ? Une guerre contre la nature, mais aussi une guerre contre elle-même ? Apparemment oui, mais je dirais que justement par rapport à ce que vous avez dit dans l'introduction, si vous voulez, le climat par rapport aux enjeux de violence, c'est deux choses. C'est d'un côté ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire les événements extrêmes qui vont fragiliser les sociétés. Et rappelons tout simplement, par exemple, toutes les plantes ferment leurs activités photosynthétiques entre 40 et 45 degrés. Et de manière générale, tous les extrêmes vont converger vers une difficulté accrue à produire notre alimentation sur Terre. Mais il y a l'autre volet qui est lié aussi, bien sûr, à la montée des eaux en conséquence du dérèglement climatique. Mais tout simplement, si vous regardez la répartition de la population sur Terre dans l'histoire, on peut séparer une zone tempérée, une zone tropicale. Eh bien, la répartition
répartition de la plus grande densité n'a jamais changé. Or, précisément, le dérèglement climatique, quand on va être entre 1,5 et 2 degrés, c'est-à-dire à partir de dans quelques années qui viennent, là, vous avez des aires entières qui vont devenir difficilement habitables. Celles qui étaient déjà difficilement habitables ne le seront plus. Celles qui étaient habitables vont devenir difficilement habitables. Et alors, ça, évidemment, ça rajoute une couche. Et à ça, on doit ajouter un phénomène auquel, jusqu'alors, l'humanité n'avait jamais été confrontée, c'est-à-dire une chaleur humide dangereuse, continue, notamment donc, sur les pourtours côtiers dans les terres tropicales et le piémont himalayen. Donc, en fait, on a un changement total de la donne, touchant l'habitabilité de la planète. Alors, il n'y a pas d'enclenchement mécanique vis-à-vis de la violence, mais suivant la manière dont on va réagir à ces situations, effectivement, le déchaînement de violence est possible. Ouais, on voit en tout cas des tensions qui sont accrues par les conditions environnementales. Marine de Guglielmo-Weber, ça c'est quelque chose qu'on note sur plusieurs points du globe précisément. Alors justement, comme l'expliquait Dominique, en fait c'est le lien entre d'une part les changements climatiques et d'autre part l'émergence de conflits, donc là je parle vraiment de conflits armés, c'est un lien qui est extrêmement débattu et qui n'est pas admis de manière consensuelle dans la littérature académique aujourd'hui. Alors moi je parlais de tensions avant même de parler de conflits, là j'évoquais des tensions hein, puisqu'on voit les tensions entre populations par exemple. Alors justement en fait c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que alors il n'y a pas de déterminisme environnemental, c'est-à-dire que une pénurie d'eau par exemple ne va pas mécaniquement entraîner une dispute par exemple entre des agriculteurs et des industriels sur une portion de territoire donné. Par contre, effectivement, comme le mentionnait Dominique, ce qui est extrêmement structurant, c'est les politiques publiques qui sont mises en place pour faire face à la pénurie d'une ressource. C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir des politiques publiques qui vont exacerber les inégalités d'accès, notamment, qui vont renforcer certaines tensions ethniques ou religieuses, ou est-ce que vous allez avoir des politiques publiques qui vont plutôt encourager la coopération? Et effectivement, quand on regarde malheureusement l'état du monde aujourd'hui, alors dans la plupart des bassins transfrontaliers, par exemple des bassins de ressources hydriques, on a des mécanismes de coopération qui fonctionnent assez bien. Par contre, on constate effectivement malheureusement une sorte de repli nationaliste dans certaines régions qui ont tendance, ou même à l'intérieur même des États, des sortes de replis sur différents types de communautés qui en fait engagent des sortes d'escalade finalement et de compétition pour la ressource. Mais le changement climatique, ça vient en fait catalyser, exacerber des tensions déjà existantes. Ça ne va pas venir créer ex nihilo une tension. Dominique Bourg. Oui, j'ajouterais encore un argument, si vous voulez, pour bien montrer que ça n'est pas mécanique. Mais le fait que ça ne soit pas mécanique, ça ne veut pas dire non plus que ça ne peut pas se produire. Mais si vous regardez l'évolution, la théorie de l'évolution, eh bien précisément Kropotkin, qui s'est intéressé à des écosystèmes froids, avec si vous voulez, une nature beaucoup plus dure, eh bien dans de telles conditions, la compétition est extrêmement rare. Et ce qu'on met en avant, c'est la coopération. En revanche, dans les écosystèmes chauds, où vous avez une prolixité de la nature, eh bien là, au contraire, la compétition est beaucoup plus développée parce que précisément, on ne risque pas la même chose. Donc attention, la difficulté en elle-même n'est pas une raison mécanique pour nous conduire à un surcroît d'affrontement. Si l'humanité était intelligente comme la nature, ça devrait plutôt donner le contraire. Donc il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme. Effectivement. Marine de Guglielmo-Weber, en quoi justement, alors d'une part l'intensification des catastrophes naturelles, mais le changement environnemental global sollicite déjà les armées françaises, par exemple, les forces armées françaises dans leur fonctionnement quotidien. Comment ça se traduit ça? Alors peut-être que on va dire la traduction la plus concrète, c'est une multiplication en fait des sollicitations des forces armées pour des interventions de secours humanitaire lors de catastrophes naturelles. En fait, si on regarde la courbe vraiment des interventions de nos militaires français à la suite d'une catastrophe météo-climatique, elle monte. Et ça soulève de véritables questions sur le rôle que doit remplir l'armée au XXIe siècle. Est-ce que ça signifie que
nos forces armées françaises qui ont plutôt un cœur de mission combattant à la base, Ouais. c'est vraiment la culture de la Ouais, guerre, ouais. est-ce qu'elles doivent s'accrocher à ce cœur de mission et dire le secours aux populations, c'est la sécurité civile, C'est c'est pas pas de notre notre ressort. problème, Ouais. ou est-ce que ça doit mener justement à des réflexions pour une plus grande intégration des forces armées pour le secours aux populations? Et ça, c'est une question structurante Mm. aujourd'hui. Mais on n'est que dans la réflexion, on est déjà dans le passage à l'acte, Ben, dans certains cas. de facto, en fait, quand vous avez des autorités locales, donc par exemple tout simplement une demande qui est émise de la part d'un préfet pour obtenir l'aide des militaires, les militaires y vont. Il n'y a pas de réflexion stratégique a priori pour ça. Maintenant, il faudrait effectivement prendre un temps de recul et se dire, ok, sur les 20 dernières années, en fait, on a été de plus en plus sollicité, ça doit être intégré plus fortement dans nos doctrines. Et c'est le cas ou pas? C'est encore en cours. C'est une réflexion en cours. Très bien. Dominique Bourg, vous décrivez une bellicisation du monde moderne, avec un retour justement aux logiques impériales. Comment cette dynamique, finalement, elle se conjugue aussi avec les crises environnementales aujourd'hui? Alors moi j'avais mis l'hypothèse que lorsque Poutine, le 24 février 2022, a envahi l'Ukraine, qu'il y avait une espèce d'anticipation de son côté d'un désordre climatique à venir. C'est-à-dire l'ordre international va voler en éclats, ok, je suis le premier, j'en profite et j'y vais. Alors ça suppose que vous ayez de la part de ce pays une culture impériale. Vous vous souvenez, un petit enfant, c'est plutôt Poutine qui pose à un petit gamin la question, quelles sont les frontières de l'Empire? Et alors le gamin hésite et lui répond, bah non, un empire n'a pas de frontières. Et effectivement, la Russie, depuis le duché de Moscou, elle s'est quand même passablement agrandie pour atteindre une superficie complètement dingue. En termes de superficie, c'est le premier pays au monde, une superficie qu'elle n'arrive plus à gérer, mais elle est vraiment dans une culture de violence. Moi, Mais comment le climat est anticipé de la part de Poutine? Je comprends pas bien ce que vous nous dites là. Parce que, si vous voulez, il pensait que le climat allait mettre sous tension l'ordre international, le droit international, etc., que c'est quelque chose qui allait s'effriter. Donc, de toute façon, c'est parti pour que je puisse avoir les mains libres et j'y vais avant tous les autres. Bon, c'était une interprétation, j'ai pas forcément une argumentation très forte, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la culture de la guerre dans les élites et dans le peuple russe, elle est extrêmement développée. J'aime bien donner cet exemple, alors je ne sais plus si c'est fin 2022 ou début 2023, mais vous avez un politiste de haut vol russe qui s'appelle Sergueï Karaganov, qui écrit un article pour inciter le Kremlin à vitrifier une ou plusieurs villes européennes pour leur donner une leçon. Quand vous écoutez les médias russes, la banalisation de la violence, le fait qu'il faille tuer des Ukrainiens en masse, qu'il faille tuer les enfants, les personnes âgées, qu'il faille n'avoir aucune pitié et qu'il faille vitrifier d'ailleurs des villes européennes, Ça veut dire quoi, vitrifier? Eh bien, bombarder de manière nucléaire, thermonucléaire. D'accord, très bien. Donc, soyons clairs dans les termes. Voilà, Mais, oui, alors c'est vraiment vitrifié, c'est-à-dire il vous reste plus que la surface. Ouais. Donc, et ça, c'est quelque chose qui pour nous est complètement hallucinant, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe de ce côté-là si on n'a pas à l'esprit cette culture qui ne cesse de se renforcer, qui est diffusée à grand renfort de médias et qui manifestement a vraiment modelé la population. C'est-à-dire, la guerre est une évidence, à telle enseigne que chaque mois Poutine tue sur le terrain ukrainien entre 20 et 25 000 personnes. Qui s'en plaint de ce côté-là? On va écouter la voix du chef d'état-major des armées devant les maires de France le 18 novembre dernier. Il s'appelle Fabien Mandon. Ce sont des propos qui ont marqué beaucoup la population française, puisque vous parlez de bellicisation du monde moderne. On va écouter justement ces propos tout de suite. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Donc moi, j'ai donné aux armées un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. 18 novembre dernier, Fabien Mandon, un discours sans détour donc du chef d'état-major des armées sur la situation internationale qui se dégrade. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, Marine de Guillemot-Weber, ambiancer la population aujourd'hui dans cette idée de la guerre?
Alors c'est une question compliquée. Évidemment, on a aujourd'hui une situation en Europe qui est extrêmement préoccupante et je pense que ça rendrait service à personne que de, on va dire, se mettre des œillères sur des éventualités géopolitiques qui aujourd'hui nous effraient. Mhm. Ceci dit, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, on va dire, l'ampleur on va dire plutôt la place qu'occupe aujourd'hui cet horizon militaire et de défense dans notre débat public et dans les questions qui nous semblent importantes sur le plan sécuritaire, avec cette problématique qu'on voit bien quand on travaille sur les questions de sécurité climatique aujourd'hui, que tout un pan en fait de ce qu'on peut considérer comme la sécurité de notre société, de notre population, est aujourd'hui complètement éclipsé. Et justement, notre enjeu de la sécurité climatique et plus généralement de la durabilité, c'est-à-dire de la capacité de nos sociétés à durer sur le temps long dans un contexte tout à la fois difficile sur le plan environnemental et sur le plan géopolitique, c'est une question absolument essentielle qui aujourd'hui, malheureusement, est très peu traitée. Mais justement, Dominique Bourg, on voit comment ces quelques phrases seulement ont marqué la population la semaine dernière. Pourquoi un tel discours n'est jamais prononcé concernant le climat ou la biodiversité de la part de celles et ceux qui sont aux commandes du pays, pour justement réveiller un petit peu les esprits ou préparer les esprits à cette guerre aussi finalement? Alors oui, on peut parler d'une guerre contre la nature. Et quand Alors vous pas contre la nature, mais... Non mais attendez, justement, il y a bien les deux. Il y a une guerre des hommes les uns contre les autres, mais il y a une guerre que conduit une partie de l'humanité à la nature. Elle est absolument revendiquée par les élites de la tech américaine. Quand on vous dit qu'on va aller sur Mars, on va tuer la planète Terre, on va la rendre invivable, et quelques élites iront sur Mars, ce qui est une absurdité, parce que comme vous le savez, la masse de Mars est insuffisante pour y maintenir une atmosphère analogue à la nôtre, puis pour la fabriquer, bonjour les dégâts. Donc, mais voilà. Mais en même temps, si vous voulez, il y a une espèce d'entrelac entre la destructivité qu'on porte les uns avec les autres, et puis la destructivité dont on fait preuve par rapport aux écosystèmes qui nous font vivre. Moi, dans un livre précédent, Dévastation, à la question du mal aujourd'hui, c'était vraiment au cœur, montrer comment, si vous voulez, une guerre, c'est une... Alors même si je sais très bien que les théoriciens, c'est un des différents avec mon collègue Jean-Vincent, dans le livre publié chez Frémaux, eh bien, si vous voulez, dans la théorie classique, Hobbes, etc., la guerre et le crime sont deux choses séparées. Non, une guerre, ça se prépare, c'est ce que je vous ai dit en Russie. Vous avez une préparation à la guerre. Je viens de faire un lapsus en parlant des États-Unis, mais vous vous souvenez très bien que Trump a renommé le ministère de la Défense en ministère de la guerre, et qu'il parle d'invasion du Canada, qu'il parle de Panama, qu'il parle du Groenland. Ça nous concerne au premier chef, et qu'il a commencé une déstabilisation du Groenland du même type que celle que Poutine peut faire ailleurs. Vous avez une guerre hybride qui est en cours. Nous sommes, nous, désignés comme un ennemi dans cette guerre hybride, et on va prendre un bon spécialiste de la culture fasciste, on va prendre Carl Schmitt. Schmitt vous dit, bien évidemment, quand vous êtes désigné par un dictateur comme un ennemi, on ne vous demande pas votre avis. Et c'est exactement ce qui peut se passer pour nous. Donc, on peut avoir une lecture, si vous voulez, de politique intérieure, franchement pas très élaborée intellectuellement, soit on fait un lien entre la politique intérieure et la géopolitique. Oui, on est dans une situation relativement périlleuse, où encore une fois, ces deux menaces, si vous voulez, s'entrelacent. Les deux menaces qui portent sur la planète, d'un côté, c'est le consumérisme, et de l'autre, c'est la guerre thermonucléaire. Dans les deux cas, vous détruisez les capacités de la Terre à supporter et à faire que la vie puisse s'y épanouir. C'est quand même énorme. Le consumérisme ou carrément le capitalisme? Ça va avec. Oui, mais il n'y a pas de consumérisme sans capitalisme. Oui, mais justement, c'est une partie du capitalisme. Alors finalement. oui, le capitalisme ne vit que s'il y a du consumérisme. Marine de Guglielmo-Weber. Peut-être justement pour réagir là-dessus, je parlais un peu plus tôt du processus de sécurisation, c'est-à-dire terme par lequel on désigne l'appropriation du climat par les institutions traditionnelles de sécurité. Ce processus, il est marqué par un paradoxe
qui, je pense, nous permet d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ce paradoxe, c'est qu'on prend le climat, on en fait un objet de sécurité-défense, c'est la survie des populations qui est en jeu, c'est la sécurité de notre nation. Ceci dit, on ne peut pas aller au bout de ce processus, puisque aller au bout de ce processus, ça veut dire remettre en question le système de production et de consommation sur lequel nos sociétés sont fondées et dont dépendent nos institutions de défense, et notamment leur dépendance aux hydrocarbures est assez structurante. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui explique la raison pour laquelle aujourd'hui on n'arrive pas à aller au bout, et à la première urgence militaire finalement, ce discours de sécurité sur le climat s'effondre, parce qu'on ne peut pas le faire aboutir. Justement, on voit que l'Europe est capable de mobiliser des centaines de milliards quand il s'agit justement de reconstruire sa défense. Or, l'argent qui serait nécessaire aussi pour la crise climatique, on n'arrive pas à la réunir. Donc ça raconte quoi, ça, Dominique Bourg, aujourd'hui? Ça raconte une espèce de bivue et de très courte vue. Parce que si vous voulez, comment dire, le dérèglement climatique va poser très très rapidement des énormes problèmes à la chose militaire. Déjà, premièrement, il faut savoir que la montée de la chaleur a des effets sur nos esprits. Vous avez dû recevoir dans l'émission Christian Clot, qui avec ses expériences a bien montré ça. Notamment, avec la montée de la chaleur, nos facultés d'empathie diminuent. Alors, mais ça n'empêche pas que pour le moment, elles sont très basses, dans un pays plutôt froid. Et puis, la Russie et chez nous, elles ne sont pas très élevées. La violence augmente partout. Et ça, c'est pour moi vraiment un symptôme énorme. Encore une fois, je vous le dis, avant une guerre, pensez par exemple au Ruban Blanc, le film Le Ruban Blanc, on voyait comment, avant la Première Guerre mondiale, dans un village, montait la violence. Et ensuite, vous avez les travaux de l'historien Moss qui montraient comment la brutalisation des sociétés durant la Première Guerre mondiale avait en quelque sorte induit un niveau de violence extrêmement élevé dans la société qui avait préparé la Seconde Guerre mondiale. Donc vous ne pouvez pas faire la différence entre le crime environnemental et le crime de guerre. Les trois se tiennent. Simplement, si vous voulez, évidemment, la guerre thermonucléaire, c'est la fin, c'est l'hiver nucléaire, il y a plus d'humanité. Mais en plus de se dire que non, le climat n'a aucune importance, maintenant, la seule chose qui compte, c'est la guerre, c'est pas très malin. Parce qu'une guerre sur une planète exsangue comme la nôtre, entre guillemets, ne devrait pas être menée, mais bon, si elle doit se mener, elle ne se mènera probablement pas de la même manière. Si vous avez des ressources à l'arrière qui sont fragilisées, si vous avez des vagues de chaleur qui vont faire que vous ne tenez pas dans un char d'assaut, que vous allez avoir des problèmes d'armes qui vont s'enrayer, etc., c'est des choses, si vous ne les avez pas anticipées à l'avance, alors c'est pas à moi de dire ça, parce que c'est pas du tout mon rôle, mais enfin, en tout cas, de ce côté-là du champ de bataille, si j'ose dire, on devrait regarder ces choses-là. On va écouter justement l'extrait d'un sujet autour de la dissuasion nucléaire pour comprendre comment justement les changements environnementaux affectent aussi la défense. Je ne pensais pas que j'allais vous dire ça un jour, mais je vous parle aujourd'hui depuis un sous-marin. Et oui, car le changement climatique a un impact sur la dissuasion nucléaire. Et cette dissuasion nucléaire, elle est rendue possible depuis un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Le sous-marin va plonger entre 200 et 1000 mètres de profondeur. C'est une zone qu'on appelle la thermocline. Dans cette zone, la température va varier rapidement. Il va avoir un effet sur la propagation du son. En fait, le son va être dévié, va se propager en courbe ou va être emprisonné. Et du coup, le son émis par le sous-marin va être dilué dans les sons ambiants. L'impact du changement climatique dans tout ça, c'est que l'augmentation de la température de l'océan notamment va faire varier cette thermocline. Notamment dans le cas où on aurait des canicules marines, on va retrouver des températures plus élevées de l'eau, plus proches de la surface. Je sais pas vous, mais du coup, moi je trouve ça assez incroyable qu'il existe un lien entre la dissuasion nucléaire et le changement climatique. Voilà, il s'appelle Monsieur l'ingénieur, il a un compte Instagram sur lequel donc il nous donnait cet exemple-là, Marine de Guglielmo-Weber, qui est assez étonnant d'ailleurs, hein. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le sujet effectivement qui est le plus investi par les forces armées aujourd'hui en lien avec le changement climatique, c'est comment est-ce que ça impacte dès aujourd'hui et comment est-ce que ça impacter nos capacités militaires, nos équipements. Et donc, effectivement, on le voit, il y a plein de sujets pour la marine, liés tout à la fois à l'acidification des océans, à des changements de biodiversité. Il y a des sujets pour nos capacités aériennes, parce que, en fait, les perturbations atmosphériques et notamment la hausse de la température de l'air, en fait, interfèrent avec les capacités
de décollage. On a des problèmes sur tous les équipements qui utilisent des batteries. Donc, comment est-ce qu'on fait fonctionner ces équipements dans des contextes de très forte chaleur? Donc, vraiment, tout ce volet-là de l'équipement, de la mobilité militaire, ça fait le sujet de travaux assez aboutis. Et puis, il y a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le soldat. En fait, comment est-ce que le soldat gère des températures de plus en plus extrêmes, donc un contexte psychologiquement de plus en plus difficile, une exposition à de plus en plus de maladies, parce qu'avec le phénomène de tropicalisation et là, on va dire la diffusion de nouvelles maladies à vecteurs, voilà, il y a ces enjeux-là. Donc vraiment, on a des forces armées qui aujourd'hui, sur tous les pans, sur toutes leurs composantes, en fait, sont vulnérabilisées et leurs capacités sont fragilisées par les changements climatiques. Ouais. Dominique Bourg. Oui, ça je crois que c'est très, très important. C'est-à-dire que d'un côté, la guerre, si j'ose dire, complète, pourrait parachever les dégradations civiles, mais le climat, en rendant de toute façon, de manière générale, les conditions civiles très difficiles, obère aussi la capacité à faire la guerre. Donc si on avait ça en face, on devrait se dire c'est effectivement la dernière des choses à faire. Or, je vous l'ai dit, on n'en décidera pas forcément. Guerre et climat, c'est le thème de la Terre au carré aujourd'hui. On attend bien sûr vos messages, vos questions pour nos invités. Juste après Florence and the Machine, c'est Kraken. Bon après-midi avec nous. Sometimes my body seems so alien to me. I quiet it down by watching TV, but grow restless and grow hungry as the water rises up around me. You come on screen, so good looking it's obscene. I put my fist into my mouth and scream. Some things it seems are catching up with me. And as it rises to my chin, I should really stop watching. And as I reach for the remote, it is rushing down my throat. I let it in, I start to swim. I grow many arms and legs, and then I start to sing. And all of my peers that had such potential, but the swamp, it took them down. And my love, I have to tell you, I kissed them all and let them drown. My tentacles so tender as I caress your cheek. Did you know how big I would become and how much I would eat? So glamorous and ravenous as I drag you off your feet. There's nothing you can do. Some things it seems are catching up with you. Around the mast as your ship starts cracking. Were you singing through the pain? Have you changed? Well, so have I. As I fix you in the gaze of my one unblinking eye, or do I terrify? And all of my peers, they had such potential. The swamp, it took them down. And my love, I have to tell you, I kiss them all and let them drown. See me, just another drunken groupie. So when your hand reached out, I just pushed you further down. Well, do you see me now? Kraken, Florence and the Machine à l'instant sur France Inter. France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard. 30% des Syriens vivaient en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage était compris entre 20 et 25%, les jeunes étant 6 fois plus au chômage que les adultes.
Enfin, toujours en 2011, une sécheresse touchait le pays depuis 5 ans, les prix s'envolaient et 1,5 million de personnes avaient rejoint les périphéries des villes. On l'aura compris, en cette année 2011, toutes les conditions sont réunies pour une explosion sociale qui va se transformer en guerre civile, puis en guerre confessionnelle pour finalement s'internationaliser. C'était sur Arte en 2011, le dessous des cartes avec l'exemple de la Syrie. On parle de la crise climatique et des conflits mondiaux cet après-midi avec Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse au sein du département armement et économie de défense, et le philosophe Dominique Bourg. Vous publiez, Dominique Bourg, avec Jean-Vincent Olindre, Guerre et climat, c'est aux éditions Frémaux et Associés. Marine de Guglielmo-Weber, cet exemple de la Syrie, le changement climatique comme multiplicateur de menaces avec justement une dynamique qui profite aussi à des groupes armés non étatiques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le monde comme ça? Alors beaucoup, il n'y en a pas forcément. Alors déjà, pour le cas de la Syrie, ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'encore une fois, ce qui a mené à la guerre civile, c'est d'abord et avant tout des défaillances d'ordre sociopolitique et économique. Bien sûr, par rapport à la question alimentaire, un déficit de politique d'atténuation et d'adaptation liée aux impacts des changements climatiques. Donc encore une fois, le lien entre d'une part l'impact du changement climatique sur les productions agricoles et d'autre part l'émergence d'une guerre civile, il est à nuancer ou en tout cas il n'est pas direct. Après, en ce qui concerne vraiment l'instrumentalisation, on va dire, de l'insécurité alimentaire ou l'insécurité hydrique par des groupes, on va dire, terroristes. Et il y a quelques cas de figure, mais ils sont très peu nombreux. Le cas de figure qui est le plus étudié, c'est le cas de Boko Haram, donc dans la région du lac Tchad. Ce qui est assez intéressant, c'est que Boko Haram a pour l'habitude, notamment, alors il a pour habitude, d'une part, on va dire, de profiter en fait d'un contexte de forte paupérisation pour recruter en échange, on va dire, d'une certaine sécurité financière qui est de plus en plus menacée par les déséquilibres climatiques locaux, et d'autre part, de monnayer l'accès à l'eau. Et il y a eu même des cas de figure où Boko Haram avait délibérément empoisonné certaines sources d'eau pour les populations locales pour faire pression vraiment directement sur la population et donc soit les pousser à rejoindre leur organisation, soit les intimider. Et donc ça, c'est potentiellement un phénomène qui va aller s'accroissant si les pressions sur les ressources élémentaires s'accroissent. La question de la ressource en eau, par exemple, Dominique Bourg, elle est intéressante parce qu'en France aussi, des sécheresses prolongées, on voit que l'accès à l'eau est un débat éminemment important aujourd'hui. Est-ce que notre pays pourrait connaître aussi de très fortes tensions, voire des conflits entre populations liés précisément à cette ressource ? Alors, de manière générale, le dérèglement climatique, c'est la loi Clausius-Clapeyron, c'est-à-dire que vous avez plus d'évaporation, il y a plus d'eau, mais beaucoup plus mal répartie. Donc avec des pluies Karcher, c'est-à-dire au moins 100 mm à l'heure. On a vu ça à Valence en novembre dernier, c'était 762 mm en quelques heures. Ça déstructure. Alors là, les voitures arrivaient au bas de la ville. Mais c'est aussi des effets du réchauffement climatique. Oui, alors ça, c'est la loi Clausius-Clapeyron, c'est ça. C'est l'élévation de la température d'1 degré, c'est 7% d'humidité relative de l'air en plus. Et en même temps, comme c'est très très mal réparti, eh bien, ça s'accompagne d'un devenir aride. On s'attend à ce que 41% des terres habitables soient dans un avenir proche aride. Et notamment tout ce qui est la rive nord de la Méditerranée va être extrêmement affecté. Ça, et donc effectivement aussi la France. Et on voit très bien ces dernières années qu'on a un régime des pluies en France qui a notablement changé. Donc des tensions sur cette ressource en France, oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, les méga-bassines sont faites pour ça. Elles sont faites pour réserver l'eau à une petite minorité, notamment de producteurs de maïs. Sauf que Marine de Guglielmo-Weber nous disait tout à l'heure, ça n'engendre pas forcément non plus des conflits. Ça dépend comment c'est géré, évidemment. La pénurie d'eau, beaucoup de peuples ont su la gérer depuis des millénaires. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a aucune causalité mécanique. Ça va dépendre de l'attitude des gens. Et plus vous avez en face des gens qui sont prompts à collaborer, qui font preuve d'intelligence et d'empathie, moins les difficultés débouchent sur des conflits violents. Mais quand elles débouchent sur des conflits violents, il n'y a pas de gagnant au bout du compte.
Marine de Gouglielmo-Weber. Oui, et justement, l'exemple des méga-bassines est vraiment très éclairant, parce qu'en fait, ce qui produit du conflit, c'est pas tant la raréfaction de la ressource que la stratégie d'accaparement de la ressource par certains acteurs. Et en fait, on pourrait dire même qu'il y a deux grands types on va dire, de causes qui mènent à un conflit pour la ressource. Il y a d'une part les stratégies d'accaparement, donc qui forcément mènent à une dynamique compétitive, mais d'autre part aussi des stratégies d'instrumentalisation des questions de ressources pour légitimer des conflits qui sont de toute autre nature. Hein. Donc je pense typiquement aux stratégies d'hydro-hégémonie chinoise pour alimenter encore une fois un conflit avec l'Inde fondé sur de tout autre motif. Donc vraiment il y a ces deux cas de figure qu'il faut garder en tête, mais la cause initiale, ça n'est pas la pénurie, c'est vraiment ce que les acteurs politiques en font. Est-ce que les points de basculement climatique, Dominique Bourg, sont en train de remodeler considérablement précisément les équilibres géopolitiques de la planète aujourd'hui ? Certainement, en faisant disparaître les territoires, on ne peut pas s'attendre à moins. Et n'oubliez pas que là, on est très proche des 1,5 degré de plus que les températures, la référence 1850-1900. L'an dernier, on a même eu presque 1,6 degré. On sera dans 2-3 ans sur une moyenne sur 10 ans d'1,5 degré. Quand on passe d'1,5 degré à 2 degrés, d'une part, les événements extrêmes dont nous sommes partis au début de l'émission vont voir leur intensité, leur violence doubler. Et par ailleurs, effectivement, il y a tout un tas d'air sur Terre et ça développe le problème de la chaleur humide. Et donc, il y a tout un tas d'air géographique immense sur Terre dont l'habitabilité va être vraiment terriblement affectée. Donc, penser qu'il n'y aura pas de conséquences géopolitiques d'un tel chamboulement, ça ne serait pas très sérieux. Tout ça, ça veut dire que ça joue, Marine de Gouglielmo-Weber, sur la technologie, la finance, la sécurité alimentaire, l'énergie, les déplacements de population. Donc, ce sont différentes façons d'être exposés directement, précisément, à ces changements. Oui, complètement. Et d'ailleurs, vous parlez des déplacements de population. Là aussi, ça a été assez intéressant pour revenir à notre question finalement de cadrage sécuritaire. Nos déplacements de population climatique aujourd'hui, alors depuis Cancun, depuis 2010, on considère que le déplacement, c'est une stratégie d'adaptation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la population peut faire à la fois pour assurer sa propre survie face au changement climatique, mais aussi pour contribuer à l'adaptation du territoire d'origine, parce que si on réduit la pression démographique, on va aussi favoriser les stratégies locales. Donc on a ce cadrage-là qui est issu donc des discussions internationales sur le climat. Cependant, aujourd'hui, notre cadrage dominant en Europe par rapport aux déplacements en contexte climatique, c'est un cadrage sécuritaire, encore une fois, avec l'idée d'une menace et notamment le fantasme de migrations massives qui ne sont pas du tout fondées en fait sur une littérature académique réelle. Dominique Bourg, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices, ce terme de migration climatique, on entend maintenant dans la bouche de politiciens français, je pense à Gabriel Attal qui l'a employé. Qu'est-ce que ça dit aussi, ça, ce spectre de la migration climatique? Se servir finalement du climat aussi? Oui, alors là, franchement, c'est se servir du climat à des fins sécuritaires, en fait, politiciennes. Déjà, les migrations climatiques, beaucoup de migrations vont se faire à l'intérieur des continents. Il y a une population très pauvre qui va sans doute... Il y a probablement des gens qui se laisseront mourir, qui ne migreront pas. Donc c'est un jeu assez complexe, mais d'imaginer qu'il y a je ne sais pas combien de millions qui vont déferler sur la rive nord de la Méditerranée, ça relève du fantasme. Allez, on passe aux questions. Avec ce premier message d'Alan qui nous écrit ceci: « Je suis un ancien paracommando et je crois qu'on a le temps, dit-il, de préparer la paix. Comment peut-on défendre le vivant tout en défendant la guerre ?» Est-ce que vous voulez commenter ce message? Préparer la paix, c'est pas mal ça. C'est intéressant de savoir que c'est un commando. Il faut savoir que la guerre tout court ne fera jamais qu'accentuer la guerre qu'on mène contre la nature. Donc éviter la guerre de façon générale, c'est la meilleure des choses qu'on doit faire. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que on n'en décide pas seul. Ça se décide à deux. Et donc vous avez aujourd'hui une situation
situation où on a une Europe qui est coincée entre deux forces politiques qui mettent en avant la guerre. Et quand Trump met en avant la paix, c'est d'une façon telle que c'est franchement plutôt guerrier. Donc on peut espérer que le genre humain n'ira pas à cette extrémité, mais il est clair qu'à la fois on est bien contraint d'organiser sa défense et de se défendre, et d'autre part, il n'y a aucune illusion à avoir sur le fait que la guerre anticipe les malheurs futurs de l'humanité. Marine de Guglielmo-Weber, défendre le vivant tout en défendant la guerre, dit Alain dans ce message. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de décentrer notre regard de la guerre purement conventionnelle et de garder en tête le fait que ça fait maintenant quelques années qu'on est déjà dans une guerre hybride avec la Russie, avec des cyberattaques très fréquentes, avec une guerre informationnelle très forte et notamment une volonté très marquée de semer le désordre en interne au sein de notre population. Et donc, il faut bien garder en compte le fait que notre résilience ne passe pas seulement par la défense conventionnelle, mais aussi par un travail sur la cohésion interne. Et ça passe aussi par la préservation de notre environnement commun. Charles nous dit, en parallèle des génocides en Palestine ou au Congo, pourquoi ne parle-t-on pas d'écocide sur les champs d'oliviers ou dans les mines de métaux, Dominique Bourg? L'écocide, c'est un vrai sujet juridique. Il y a une vraie progression. La CPI a admis qu'elle devait intégrer les questions environnementales. Et alors, il y a plusieurs manières d'entendre l'écocide, mais ça reste une arme juridique à développer qui est extrêmement importante. Alors, cela dit, si vous voulez, ce qui se passe avec les effets et du consumérisme et des menaces de guerre de l'autre côté, c'est quand même une espèce d'écocide général. Patrice nous dit, l'ONU pourrait avoir une forme d'intervention pour empêcher des conflits liés au dérèglement climatique, notamment sur l'accès à l'eau, en faisant des propositions constructives. Qu'en pensez-vous, Marine de Guglielmo-Weber? Alors, effectivement, c'est une perspective intéressante. Le risque, quand on prend les choses à l'échelle globale internationale, c'est assez vite de se retrouver dans une forme d'inertie qu'on connaît bien maintenant, les COP défilant d'année en année. Et en fait, peut-être qu'un outil intéressant, et d'ailleurs c'est un outil qui est déployé, mais peut-être pas assez fortement, c'est tout simplement les démarches d'hydrodiplomatie à l'échelle très locale ou régionale, avec des coopérations autour de la gestion des bassins transfrontaliers. Et peut-être qu'encourager plus généralement des coopérations à l'échelle régionale pourrait en partie secouer un peu l'inertie internationale. L'hydrodiplomatie, on découvre ce mot. C'est intéressant. Je dirais que les COP, alors notamment les COP climat, c'est un frein à la folie climatique. Heureusement qu'elles sont là. Mais voilà, pour ceux qui critiquent et qui doutent de leur intérêt. Non, mais voilà, même si on est loin du compte. En revanche, si on regarde la COP, je crois que c'était la COP 15 sur la biodiversité, Kunming-Montréal, il y avait quand même l'affirmation selon laquelle on devait réserver 30% des territoires à une protection forte de la nature et des écosystèmes. Et ça serait notre garantie de survie. Mais vous imaginez à quel point on en est loin. En France, c'est 0,6% du territoire qui est sous protection forte. En Allemagne, c'est déjà 2%, mais c'est sans doute le pays où c'est la part la plus importante. Merci beaucoup à tous les deux. Dominique Bourg, je renvoie sur cet ouvrage que vous publiez donc avec Jean-Vincent Olindre qui s'appelle Guerre et climat, tout simplement. C'est aux éditions Frémaux et Associés. Merci à tous les deux d'être venus à ce micro. Merci à Lucille Jour de Moali qui a préparé ce dossier, Loïc Frapsos à la technique, Gaspard Guy Bourget à la vidéo, Lucie Safati pour la coordination de cette émission. Fabrice, bonjour Stéphanie Duncan, à demain.